Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, Aïdokum Mbrouk et bienvenue dans le débrief. Nous sommes donc à un peu plus de 6 mois de cette fatidique élection présidentielle américaine, un parfait remake de celle de 2020 qui avait vu la victoire de Joe Biden sur Donald Trump. 4 ans sont passés, Donald Trump est cerné par la justice avec bien des affaires de toute nature, pénales, fiscales et d'autres natures encore. Quant à Joe Biden, outre son âge et sa santé qui donnent matière à préoccupation, il se trouve en très sérieuses difficultés dans son propre camp, dont une partie non négligeable, jeune et musulmane et même juive, lui reproche son soutien inconditionnel à Israël. Par ailleurs, le contexte mondial a changé, de l'élection de l'un ou de l'autre. Le monde prendra une configuration particulière. Nous analyserons donc cette élection avec nos invités à 6-7 mois avant. En seconde partie, nous irons en Afrique du Sud qui organisera des élections nationales à son tour, des élections nationales cruciales. Ça sera le 29 mai et ça sera pour choisir un nouveau Parlement qui élira ensuite un nouveau président. Selon le sondage, le Congrès national africain, le fameux ANC, au pouvoir depuis les premières élections démocratiques au pays en 1994, pourrait pour la première fois perdre sa majorité absolue au Parlement et se retrouver contraint de former un gouvernement de coalition. Les enjeux de cette élection sont aussi nombreux qu'importants. Un chômage endémique, pauvreté grandissante, une crise de l'énergie, des inégalités croissantes, le tout aggravé par des accusations persistantes de corruption au sein de la haute hiérarchie du parti et de l'État. Avec nous donc pour commenter ces deux thèmes, l'Amérique et l'Afrique du Sud, Ali El-Harichi. Bonsoir et merci d'avoir accepté d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis à Casablanca. Merci, c'est Ali. Zakaria Boudahab, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Aziz. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. On y va, on commence donc par les États-Unis. Alors on reprend donc les mêmes et on recommence comme on dit, sauf que cette fois le monde a changé, la guerre en Ukraine, les massacres ininterrompus à Arza, l'Europe qui doute, la Chine qui avance ses pions, la Russie qui est dans la position qu'on lui connaît, et tout ça face à une Amérique de plus en plus désemparée. Alors, je commence par vous, Zakaria Boudahab, une Amérique donc divisée, avec plusieurs facteurs de clivage, les suprémacistes contre les autres, l'Amérique continentale contre l'Amérique littorale, les citadins et les ruraux, l'avortement, la question de l'avortement, du mariage gay, la Cour suprême, il y a un tas de facteurs de clivage. Est-ce que, pour vous, ces différentes scissions, ces différentes polarisations, est-ce qu'elles impactent la sociologie électorale américaine, d'après vous? Ça va être la même question pour vous, Ali El-Harichi. À l'évidence, si on peut retenir peut-être un diptyque pour dire les choses un peu facilement, pour l'économie du débat et la commodité de l'exposé, il y a l'agence, la structure, il y a l'acteur. L'acteur est le système, pour parler comme Michel Crozier en sociologie des organisations. C'est-à-dire, d'une part, on a un peu des forces structurantes qui impactent la dynamique états-unienne et évidemment les États-Unis faisant partie même du monde. Et quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau du globe, c'est un monde de plus en plus fragmenté, de plus en plus inquiétant, avec des risques menaçants et des menaces, encore une fois, de plus en plus pressantes, que ce soit changement climatique, post-Covid, nous ne sommes pas encore sortis de cette ère. L'émergence du concept de l'anthropocène, c'est-à-dire un peu l'homme qui atteint les équilibres écologiques et finalement provoque énormément de déséquilibres écologiques, etc. Et donc les États-Unis font partie de ce monde et l'acteur lui-même, l'électeur américain évidemment, est lui aussi conditionné par ces dynamiques d'ensemble. On peut dire aujourd'hui qu'il est vrai, la géopolitique électorale nous commande de braquer les projecteurs sur ce pays très important de ce point de vue, dans un contexte trouble aujourd'hui, on le sait. C'est vrai que M. Biden, du point de vue de son bilan économique en particulier, du moins si on croit un peu les chiffres, globalement, il est relativement positif. C'est-à-dire de chômage, ce qui concerne la population active, jugulation de l'inflation, etc. Mais vous l'avez si bien dit d'entrée de jeu, sur le plan de la perception de l'image et notamment sa posture par rapport à des questions fondamentales au niveau de la géopolitique mondiale, que ce soit la question, la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit Israël aujourd'hui, ce qui se passe depuis le 7 octobre, etc. Je pense qu'il a perdu un grand nombre de sa popularité par rapport à ça. Sachant bien que les démocrates, traditionnellement, on le sait, sont plus ancrés dans des considérations droits d'homistes, autodétermination, défense des souches populaires, les défavorisés, etc. C'est un clivage de plus en plus accentué, il faut le dire, puisque la crise mondiale continue de planer encore à l'horizon. De ce point de vue, contraction des marchés, une Europe qui peine encore à redémarrer, encore une fois, compte tenu de cette crise suscitée en particulier à la suite de la guerre entre la Russie et l'Ukraine,
plus de 2 ans maintenant, déjà. Ce qui fait que la campagne électorale va être extrêmement conditionnée par cette on parle de l'hyperpolarisation aux États-Unis. Vous avez parlé de pas mal de diptyques ou de dichotomies par rapport à ça, mais il est difficile aujourd'hui, je le crois, de pronostiquer de façon très claire par rapport à ce qui adviendrait à partir du 5 novembre 2024, sachant bien avec l'émergence, nous y reviendrons, de ce Kennedy Junior, qui, je ne sais pas, renaît un peu des cendres des Kennedy. On ne sait pas d'où il sort, mais il sort avec un nom extrêmement ajouter de la complexité prestigieux pour la lecture du tableau politique et électoral états-unien. Alors, Ali El-Harichi, cette hyperpolarisation dont parle le professeur Abou Dahab, est-ce que vous, à votre tour, vous êtes dans le brouillard comme tout le monde, on ne sait pas trop ce qui va se passer, ou alors avec ce qui s'est passé pendant les différentes primaires, les différentes élections, caucus ou autres élections, on a déjà une idée. Par exemple, on sait que Joe Biden, je l'ai dit en ouverture, on sait que Joe Biden a été assez sérieusement sanctionné par tout ce qui est électorat musulman et même une partie de l'électorat juif. Ou aux États-Unis, il y a bien entendu l'AIPAC, donc qui s'occupe des relations d'État à État, et puis vous avez la communauté israélite, la communauté juive, qui elle s'occupe de tout ce qui concerne la religion, l'existence des Juifs aux États-Unis. Et là, ils sont peut-être pas tout à fait d'accord avec le soutien inconditionnel à Israël. Est-ce qu'avec ces primaires, est-ce que vous voyez un changement ou peut-être une matière à prospective électorale? Bon, d'abord, je souscris à ce que vient de dire mon cher collègue Zakaria Abou Dahab. Je vais essayer d'aborder, si vous voulez, la question, la problématique avec un autre angle. Quand on parle de la sociologie électorale, et particulièrement aux États-Unis, il faut dire que les Américains étaient parmi les premiers, je pense à Paul Lazarsfeld, professeur de l'école Columbia, qui a posé l'un des modèles de la sociologie électorale dans le monde. Et donc la sociologie électorale, elle prend en considération 3 types de modèles. Il y a ce qu'on appelle le modèle écologique, donc qui est relié à la nature du sol, et qui peut être important aussi par rapport... À la nature tout court. À la nature du sol, non, à la nature du sol, parce qu'on disait le calcaire vote à gauche et le granit vote à droite. Le calcaire, ce sont, si vous voulez, tout ce qui est social, tout ce qui est regroupement de gens de la même classe sociale dans un espace. Quand on parle du granit, c'est l'habitat dispersé, c'est plutôt l'influence de l'Église. Donc ça, c'est en 1917, c'était les élections françaises, et il y avait une étude au niveau des élections françaises, et c'est la première fois que la sociologie électorale a été posée. Donc c'est quoi le granit? Donc c'est plutôt les gens qui ont des gros propriétaires terriens, les gens du monde rural, les gens qui sont influencés par l'Église. Donc c'est ce qu'on a appelé la nature du sol. Et ça rentre aussi aujourd'hui aux États-Unis, puisque vous avez parlé du monde rural, du continental, du littoral, et la différence de l'orientation selon la nature du sol qui influence l'électeur. Il y a le modèle américain qui est un modèle déterministe qui est arrivé dans les années 50. Celui de Paul Lazarsfeld, c'est le modèle sociologique. Et il y a le deuxième qui est arrivé 10 ans après, qui est le modèle psychosociologique. Et ces deux modèles, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il y a le clivage aux États-Unis, mais même avec ce clivage, si vous voulez, 80% des Américains vont voter. 40% pour les démocrates et 40% pour les républicains. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent, pour la première école, qu'on pense politiquement comme on pense socialement, donc on grandit, on est socialisé. La première socialisation familiale fait que cet enfant grandit soit démocrate, soit républicain. La deuxième, il dit que le vote est un acte de foi. Carrément, il devient un acte de foi, c'est-à-dire l'appartenance à un parti politique dès l'enfance, dès la socialisation primaire de l'enfant. Maintenant, il y a un troisième modèle qui est aussi américain maintenant, même les Européens l'ont adopté, c'est le modèle rationnel, et c'est là où on a les 20%. C'est le choix de l'électeur. Cet électeur, on dit qu'il va dans un supermarché et il va choisir un parti politique selon l'offre, c'est-à-dire politique, et selon le coût. C'est-à-dire qu'est-ce que je gagne avec cette offre politique. Maintenant, si vous voulez, le clivage, il existe. Tout ce que vous avez dit, le clivage racial, le clivage de ceux qui ont fait des études, le clivage de ceux qui vont soutenir le LGBT, le clivage de ceux qui ont fait de l'avortement. Mais il y aura 40-40, si vous voulez, ou 45-45, et les 10% qui vont faire les élections. Les électeurs, c'est ce troisième modèle qui est le modèle qu'on appelle le modèle rationnel, où le choix des électeurs est déterminé cette fois-ci, non pas par l'appartenance à un parti politique ou à une famille politique, mais plus par l'offre. Si on dit le modèle supermarché, certains le qualifient. Voilà, vous avez une offre politique, qu'est-ce que je gagne avec vous? Voilà votre offre politique. Maintenant, c'est là où on voit que ces gens qui ne sont pas peut-être
déterministe. Dans le modèle déterministe, ni celui c'est-à-dire la sociologie du sol, ou celui de Lazarsfeld ou de l'école de Michigan qui est arrivé après, psychosociologique, mais dans le nouveau modèle, par exemple, vous avez parlé de l'iPad, des musulmans, qu'est-ce que je gagne? Voilà ce qui se passe en ce moment-là. Certains 20% qui disent, bon, l'Ukraine nous coûte trop cher. Pourquoi je vais soutenir, par exemple, ce président ou sortant ou celui qui va rentrer et qui dit qu'il va peut-être résoudre ce problème? Donc c'est là où il y aura de l'influence. Mais la rupture, il y a une rupture aux États-Unis sur cette sociologie et les 40%, c'est-à-dire les conservateurs, ce sont encore plus conservateurs et ceux qui sont progressistes vont, et là où peut perdre, si vous voulez, l'influence Biden sur ces... Vous avez parlé des Juifs, vous avez parlé, c'est-à-dire de l'iPad, vous avez parlé des jeunes musulmans, vous allez parler des jeunes, donc démocrates, qui ne vont pas être dans le modèle déterministe, mais dans le modèle rationnel. Et donc, je pense que la sociologie électorale américaine est très intéressante à étudier. Il y a beaucoup d'articles qui sortent sur ça, et ce sont les premiers qui ont fait donc, les premiers sondages qui a été fait en 1950 par Paul Lazarsfeld et qui a donné le premier modèle sociologique. Alors, messieurs, je vous remercie pour votre érudition et vos différentes références, mais entre ce que vous avez dit et la réalité de novembre prochain, il y a eu le 6 janvier 2021, il y a Donald Trump, il y a l'Ukraine, il y a Israël Herzog, et il y a aussi ce fameux piège Thucydide avec ce qui est en train de se passer dans le monde. Les Américains ne le savent peut-être pas ce que ça veut dire, mais ils le ressentent quelque part, une sorte de perte de puissance. Donc il est très difficile de effectivement pouvoir savoir. Vous avez parlé des 40-40, donc on passe des swing states au swing vote ou électeurs. On ne sait pas trop. Avant, c'était les États qui pouvaient tanguer, maintenant c'est les électeurs qui peuvent tanguer pour plusieurs raisons qui sont apparues, qui ont émergé sur les 4 dernières années, des républicains qui voteront Biden, des démocrates qui pourraient voter Trump. Donc on est un peu dans le flou. Alors on entre plus dans le détail des choses, ce qui intéresse le monde, puisque c'est la politique du monde qui va être engagée par l'élection à la Maison-Blanche. Rapidement, si c'est possible pour vous deux, je commence encore une fois par vous, Zakaria Boudahab. Pour l'Ukraine, cette menace existentielle que les Américains perçoivent comme telle, enfin on leur dit que c'est une menace existentielle, pour Israël et ce massacre qu'on voit sous les yeux, qui commence à véritablement toucher l'électorat américain, et aussi donc pour la relation avec la Chine, comment vous voyez les relations avec l'un ou avec l'autre? Ça fait en fait, si vous voyez bien cette question, ça fait en fait 6 questions en une. Question existentielle aussi. Voilà. Commençons par l'Ukraine. Quelle est cette marge de manœuvre dont détiendrait au conditionnel M. Donald Trump au cas où celui-ci deviendrait président après le scrutin du 5 novembre 2024 ? Eh bien, premièrement, est-ce que, je ne dirais pas une amitié, mais peut-être une relation plus de proximité par rapport à Biden vis-à-vis de M. Poutine? Je le crois fort bien, puisque déjà, si ma mémoire est bonne, lors des élections précédentes, il y a eu des accusations, même du temps de Donald Trump, quand il devait affronter politiquement Mme Hillary Clinton, d'intrusion en termes d'espionnage russe par rapport à ces élections-là. De toutes les manières, Trump cherchait toujours à nier cela et considérait effectivement qu'il avait bien remporté le scrutin, sachant bien que dans la continuité, ce que disait professeur Ali Al-Harishi, c'est que le système électoral américain est très particulier. Il faut d'abord désigner les délégués vont désigner les grands électeurs, les électeurs vont désigner le président, et ensuite il faut également tenir compte de la question de la proportionnalité. Deuxième chose, très important, moi je remarque qu'aujourd'hui les Européens sont un peu effrayés par un scénario de retour de Trump, notamment du point de vue de l'Union européenne. En même temps, il y a un peu de quoi, parce qu'il a été assez clair sur l'OTAN. Exactement, il faut mettre la main à la poche, d'ailleurs même du temps de Mme Merkel. Allez même jusqu'à dire, je l'encouragerais même à attaquer en parlant du président Poutine. C'est quand même assez inquiétant, je comprends les Européens. Donc si Aziz, vous pouvez imaginer que s'il est à la Maison-Blanche pour un second mandat, eh bien, peut-être l'une des décisions qu'il va prendre, c'est d'abord pousser les pays européens, notamment l'Allemagne et peut-être la France, à mieux supporter les frais et les conséquences financières du parapluie militaire américain, et surtout avec les élargissements, la Suède et la Finlande. Troisième point, c'est vrai que par rapport à la Chine, Biden était plus ou moins, non pas dans la conciliation, mais dans l'apaisement, alors qu'on le sait que Trump, dès la première des choses qu'il a faites, c'est qu'il a brandi la menace d'abord de sanctions qu'il a tenues. Il a tenu ses paroles. Après, les rapports préparés par des
le département du commerce international et la tension avait monté d'un cran. Bon, Biden également, on s'en souvient avec Pelosi qui avait visité Taïwan alors que pour la Chine c'est une ligne rouge. Comment on peut concevoir aujourd'hui l'approche d'un Trump par rapport à cette question, sachant bien qu'il a laissé à M. Biden AUKUS en septembre 2021. J'imagine que ce n'était pas véritablement M. Biden, que ça a été déjà préparé. C'est l'alliance Australie-États-Unis. Exactement, entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. On peut même considérer que l'État profond américain. Vous savez, ça me rappelle Kenneth Galbraith, qui avait, les années 60, le citait souvent, le nouvel État industriel, quand il a parlé du complexe militaro-industriel. En fait, le pouvoir réel n'est pas détenu à 100% par le chef de l'État, le président, mais également... Les institutions visibles, on va dire. Voilà. Exactement. C'est ça ce qui est intéressant dans l'analyse systémique, tout à fait. Maintenant, déjà, nous sommes partis sur ce scénario-là de retour d'un M. Donald Trump, mais si Biden revient... je ne sais par quel biais, parce qu'on a dit tout à l'heure que sa cote quand même populaire a beaucoup régressé par rapport à une inaction, impuissance de stopper, encore une fois, la Russie. Monsieur Poutine qui rempile pour un autre mandat de 6 années. Il a déjà rempilé, lui. Il a déjà rempilé, pour 6 ans. donc il est déjà là, et que la Russie ne va pas lâcher du lest, évidemment. Elle continuera dans ses dernières offensives pour gagner encore du terrain et peut-être même préparer l'après-départ, enfin l'après M. Biden. Donc, ce qui fait que le tableau n'est pas très clair. Je suis tout à fait un peu dubitatif sur certaines questions qui aujourd'hui peuvent être discutées, mais je dirais qu'il faudrait à ce moment-là être très, comment dirais-je, précautionneux en termes de formulation de scénario. Ce qu'on peut dire, c'est que certainement, Biden va tirer les leçons de certaines défaites ou de certains échecs par rapport à un premier mandat qui va cesser bientôt et que Donald Trump va tenir ses paroles. Et je ne sais pas si d'abord déjà il est acquis définitivement sur le plan surtout judiciaire, s'il allait réellement être justement, on va y arriver. On va y arriver. Alel Harichi, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous pensez que si jamais Trump arrive, il y aurait une forte implosion de l'Europe ou de l'OTAN? Vous savez que l'Europe ex de l'Est est plus américaine que l'Europe ex de l'Ouest, enfin politiquement parce que géographiquement ils n'ont pas tellement changé. Est-ce que vous pensez aussi pour le cas d'Israël et Erza, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une désaffection un peu du monde arabe par rapport à Washington? C'est-à-dire qu'on oublie le pacte du Quincy entre les États-Unis et l'Arabie saoudite avec tous les autres pays arabes qui étaient dans, disons, la sphère d'influence américaine. Est-ce que vous pensez que ça pourrait aller comme ça en cas d'élection de Trump? Parce que si c'est Biden, on voit déjà comment ça se passe. On a déjà une idée de comment ça se passe. Oui, d'abord par rapport à la Russie. Donc, je pense que ce que vous avez dit, Zakaria, est assez clair. Trump, déjà, il avait déclaré, si moi j'étais là, cette guerre n'aurait pas duré 1 mois ou 2 mois ou une semaine. Déjà, il annonçait des solutions, c'est-à-dire qu'il a annoncé sa proximité avec M. Poutine. Poutine, il a empilé pour un deuxième mandat, il est là jusqu'à 2030. Donc, quelle solution magique va proposer peut-être Trump? Et là, je reviens à l'Europe. Donc, parce que quand on met les États-Unis, on dit l'Occident face à Poutine. Quand on dit l'Occident, on parle de l'OTAN, des États-Unis à sa tête, et bien sûr de l'Europe de l'Ouest. Maintenant, si Trump arrive, déjà, sa position par rapport à l'OTAN, elle est assez claire. Lui, dans les États-Unis, va rester toujours, c'est-à-dire le patron de l'OTAN à la tête de l'OTAN, mais autrement, pas de la manière dont pense M. Trump que l'OTAN aurait dû mener même pas rentrer dans cet affrontement avec la Russie. Donc, si Trump revient, je pense que la question russo-ukrainienne va être résolue selon ce qu'il dit, avec des solutions. Ils vont se mettre sur table et certainement il y aura des concessions des Ukrainiens et peut-être quelques concessions des Russes. Par rapport à la deuxième question, et là c'est une question, je dirais même existentielle, qui est très importante. La question de... Existentielle pour qui? Pour tout le monde. D'accord. Quand on parle de la Palestine, du Proche-Orient, de cette problématique qui dure depuis 3000 ans, moi je ne dirais pas depuis 70 ans, c'est une terre sainte pour tout le monde. Et malheureusement, cette terre sainte, elle a tout le temps été l'assise de guerres fraternelles, de guerres pour la religion, pour l'ethnie, pour plusieurs raisons, ou pour la possession de la terre.
Maintenant, Trump, on connaît sa position. Est-ce qu'il revient? Est-ce qu'il va trouver une solution définitive? Quelle solution? Sincèrement, on peut se poser la question. Maintenant, on est malheureusement à 33 600 morts, 600 décès, 600 personnes tuées, dont 70% de civils. Donc, ces personnes-là, peut-être que Hamas va disparaître demain, mais il y aura d'autres Hamas qui vont naître, d'autres personnes qui sont attachées aux enfants qu'ils ont perdus, aux parents, ou à leur famille ou à leurs amis. Donc, la question... Biden a essayé de la traiter, bien sûr, en soutenant Israël. Trump va soutenir Israël, mais jusqu'à quelle limite? Maintenant, la communauté internationale, il y a deux choses, la communauté internationale et l'opinion publique internationale. L'opinion publique internationale, aujourd'hui, elle condamne tout ce qui se passe en Israël depuis 7 mois, depuis le 7 octobre. La communauté internationale elle-même, il y a eu quand même un changement au niveau européen, au niveau de beaucoup de pays, déjà certains pays au début, mais maintenant la communauté internationale, ils ont dit, bon voilà, le 7 octobre... L'opinion publique a d'abord basculé, et maintenant ce sont les chancelleries qui sont en train de changer. Ça a traîné, ce n'est plus une question, c'est une vengeance, on ne sait plus ce que veulent faire Israël au niveau de cette petite bande de terre où il y a 2 millions de personnes qui ont été déplacées du nord vers le sud et qu'à un certain moment, est-ce qu'on va les jeter à la mer? Parce qu'il y a une question existentielle, d'abord pour ce peuple et une question existentielle pour les musulmans, pour les juifs, pour tout le monde, puisque cette région-là est un lieu commun, un lieu saint pour toutes les 3 religions monothéistes. Donc, est-ce que Trump va trouver la solution miracle? On l'espère. Mais s'il va soutenir Netanyahou, si vous voulez, qui est encore aujourd'hui qui est à la tête d'Israël, je ne pense pas que cette solution sera une solution miracle. Ça sera plutôt On peut aussi gager sur le fait que Donald Trump étant pragmatique, voir une fois qu'il va arriver, s'il arrive, ça va être en novembre, il sera installé à la Maison-Blanche qu'en janvier. Il est possible que son pragmatisme aidant, il est quand même l'initiateur des accords dits d'Abraham. S'il voit que l'opinion internationale est contre ce qui est en train de se passer, que les pays arabes aussi et tous sont contre ça, son pragmatisme fera peut-être qu'il prendrait des décisions que Joe Biden n'a pas osé prendre ou a hésité à prendre. On l'espère. Donc on verra bien. Alors je reviens vers vous, à vous Zakaria Boutab. Vous en parlez tout à l'heure, je vous avais dit qu'on allait y revenir. Est-ce que d'après vous, Donald Trump va arriver à cette élection? Parce que autant on a l'impression que les juges constitutionnels, vous connaissez, il y a 9 juges, il y en a 6 qui sont républicains, je pense même 3 de mémoire qui ont été nommés par lui. Donc autant la Cour constitutionnelle le ménage, la Cour suprême le ménage, autant j'ai l'impression que les juges de juridiction nationale sont beaucoup plus sévères à son égard. Et il a plusieurs affaires, de toutes les natures possibles et imaginables. Je ne sais pas combien, 70 chefs d'inculpation, un truc comme ça. Donc est-ce que vous pensez qu'il peut arriver? Je pense qu'il n'y aura pas d'incompatibilité, ni d'empêchement. Pourquoi? Parce que d'abord, ça pourrait prendre plusieurs années. Il peut alors invoquer son immunité présidentielle au cas où il viendrait à remporter le scrutin de novembre 2024 et par la suite peut-être laisser passer les 4 années. Après, on pourra réouvrir le procès, mais déjà, je pense qu'il a obtenu gain de cause et remporté la première manche lorsque la Cour suprême américaine avait invalidé des décisions prises. Absolument. Et je crois que cela renseigne d'abord sur une acceptation de principe par rapport à sa candidature, donc prochaine. Et en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a tellement d'avocats. Il a mobilisé, mais alors, non seulement une armada d'avocats, mais un think tank dont j'ai oublié le nom, mais c'est un think tank qui est soutenu par, évidemment, les républicains et ce qu'on appelle les républicains un peu extrémistes, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils comptent véritablement revenir à la charge et en même temps bien préparer et gérer un peu les dossiers. Vous l'avez si bien dit, certes, il est pragmatique, mais il est certain qu'il va essayer de se distinguer fondamentalement par rapport à son rival, M. Joe Biden, par rapport à des questions que vous venez d'évoquer, entre autres choses. Alors, Al-Hajji, même question aussi, est-ce que vous pensez que ça qui va arriver? Et j'en profite pour vous poser une autre question sur, on en parlait, vous en avez parlé tous les deux, sur cette intrusion numérique ou autre qu'il y a dans les élections. Alors on parle toujours les Russes, mais il n'y a pas que les Russes. Il y a d'abord, à l'intérieur même des États-Unis,
Ils sont très forts là-dedans. Et donc des manipulations qui peuvent. On se rappelle du scandale Cambridge Analytica, je pense, en 2016. Donc il peut y avoir en interne donc des menaces domestiques, des menaces extérieures. Est-ce que vous pensez que cette élection serait vraiment à l'abri de ce genre de choses? C'est-à-dire vous votez, vous mettez un bulletin dans l'urne, vous appuyez sur un bouton et votre vote est comptabilisé. Peut-être qu'il ne serait pas à l'abri. Si vous voulez répondre sur la justice aussi, il n'y a pas de problème. Je répondrai aussi par rapport à la justice. Je pense que pour M. Trump, la chose elle est déjà réglée. C'est la Cour suprême et l'a tranché. Et là, quand même, on peut dire qu'au niveau des États-Unis, les institutions, il y a une séparation de pouvoir. Une grande séparation du pouvoir entre la justice, entre l'exécutif et le législatif. C'est un régime présidentiel. Donc, par rapport à ça, je souscris à ce qu'a dit mon collègue, Zakaria. Maintenant, par rapport à la question de... Oui, il peut y avoir quelques acteurs qui vont... Même pas de l'extérieur. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Avec tout ce qui se passe, personne ne sait ce qui peut se passer dans le monde demain. Mais par rapport à ces élections, mais ça ne va pas impacter, il me semble. Pourquoi ça ne va pas impacter sur les résultats, ni sur l'acceptation des résultats, parce qu'il n'y aurait pas d'un autre remake de ce qui s'est passé il y a 4 ans, au niveau du Capitole, quel que soit le résultat. Je pense que si Trump gagne, je ne pense pas que Biden ou les démocrates peuvent protester, aller à la justice, et ça c'est, comme j'ai dit, il y a une séparation de pouvoir, mais si Trump ne gagne pas, il ne va pas refaire ce qui s'est passé au Capitole il y a 4 ans. Enfin, va refaire, c'est-à-dire c'est ceux qui le soutiennent vont refaire la même chose. Maintenant, il y a une question très intéressante aussi, que, si vous permettez, c'est la question de la finance et qui peut nous permettre de voir comment ces élections se passent. C'est que le 6 avril, il y a une soirée pour lever les fonds, et il y a eu... 75 millions, c'est ça? 50 millions de dollars. C'est la première 75, fois. c'était la somme des deux, lui et Biden. Mais c'est la première fois dans une seule soirée une levée de fonds de 50 millions de dollars. Alors que Biden, je pense... C'était bien la soirée où pour être à la table de Donald Trump, il fallait payer 800 000 dollars. De toute façon, c'est la dernière soirée où il y a eu 50 millions de dollars. Donc ça doit être celle-là. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une adhésion à l'investiture de Trump, c'est-à-dire à l'élection de Trump. Donc quand on voit, et là je rejoins le complexe militaro-politico-industriel, même dans Roosevelt avait parlé, avant la fin de son deuxième mandat, il avait dit, bon voilà, c'est lui qui va diriger l'Amérique, et effectivement, aujourd'hui, c'est cette Amérique profonde. Donc quand quelqu'un met un lobby, des intérêts mettent 50 millions de dollars en une soirée, c'est la première fois que ça arrive aux États-Unis, ça veut dire que, et de l'autre côté 25 millions de dollars, ça veut dire que les gens n'ont pas de problème, c'est-à-dire par rapport ni à la justice, ni à toutes ces problématiques. C'est-à-dire qu'ils financent des intérêts à travers ceux qui vont être avec les démocrates et ceux qui vont être... Juste un petit bémol, si vous permettez, je me permets de vous couper. Le dîner organisé par Donald Trump était consécutif à celui qui avait été fait par Joe Biden. Et je suppose qu'il y a des gens dans l'équipe de Donald Trump qui ont réfléchi et qui ont dû se dire il faut absolument exploser le chiffre qui a été fait par Joe Biden. On peut aussi dire ça, ils ont les moyens de le faire. Ils l'ont doublé. Pour que l'opposition le dise ici à Média TV, entre autres. Ils l'ont doublé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une adhésion aux élections. Les Américains s'intéressent à la politique aux États-Unis au moment des élections. En dehors des élections, les Américains s'intéressent à autre chose, à leurs affaires, à leur économie, mais pas à la politique électorale. Mais au moment des élections, il y a les deux enjeux. Il y a l'enjeu national, parfois c'est l'économique aussi, le chômage. Vous avez parlé du chômage avec Biden quand même. Il y avait quand même une économie pas très prospère, mais pas une économie qui était très faible. Et il y a aussi... il est quand même arrivé à redresser l'économie après la Covid, Joe Biden. Il a redressé, donc c'est une économie qui est bien, donc cela intéresse cet électeur rationnel, cet électeur moyen. En dehors, tout à l'heure, je reviens à la première question, c'est 40% qui sont là et les autres qui sont là, c'est 20% qui vont déterminer cette fois-ci, mais d'une manière rationnelle, soit l'enjeu national, soit l'enjeu géopolitique international. Et c'est vrai qu'il y a la guerre au niveau de l'Ukraine-Russie et qui coûte pour les Américains. On a vu qu'il y avait même... il y a 2-3 mois, le budget n'avait pas été voté, donc on allait arriver à ce qu'on appelait le blackdown ou le shutdown, je pense, au niveau des États-Unis par rapport à l'Ukraine. Donc ce sont des enjeux c'est ça l'enjeu politique pour les 20% qui ne sont pas déterminés à voter pour l'un ou pour l'autre, ou pour un parti ou pour un autre. Donc
c'est l'enjeu national et l'enjeu géopolitique international qui peuvent les pousser où ils vont trouver leurs intérêts. Alors, Zakaria Boutea, vous pensez cette intelligence collective qui devrait théoriquement conduire à une certaine logique, qui conduit à un certain président, ne serait-elle pas remplacée par l'intelligence artificielle? Ali Harish en parlait, l'intelligence générative. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des... Je vous vois sourire parce que c'est extrêmement dangereux, insidieux, vicieux et sournois. Vous exprimez une érudition, c'est clair, parce que vous voyez de cette grammaire générative de Noam Chomsky, je pense que c'était sa thèse, qui a dit que les enfants, il faut les laisser, ils apprendront après la grammaire de façon structurelle et de façon innée. C'est important. Et quand vous avez parlé de l'intelligence collective, j'ai pensé à Durkheim, qui a parlé, oui, de la conscience collective, c'est l'aql jama'i, c'est-à-dire en fait... nous, les Américains, sommes le monde. Donc, la mondialisation, c'est une continuité de notre propre modèle. C'est vrai qu'il y a le risque. Tout à l'heure, quand c'est Ali avançait certaines explications, peut-être aussi le vote ou le recompte manuel pourrait être à ce moment-là utilisé en cas de doute sur certaines circonscriptions électorales, c'est-à-dire certains États. Mais ça ne va pas être généralisé. Et d'ailleurs, vous savez... Vous savez bien que pour une circonscription de 10 000 votants, ils arrêtent les résultats à l'échelon national. Exactement. Et 10 000 votants, c'est 10 000 votants. Tout à fait. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué, oui. C'est moins qu'on puisse dire. C'est hérité, vous savez, de la première constitution américaine états-unienne. Et en même temps, à l'époque, vous savez, seuls les lettrés, les illettrés, donc n'avaient pas droit de citer, pouvaient contribuer au vote. Et on garde toujours cela. Bon, certains aujourd'hui, Américains, contestent, disent qu'il faut revoir un peu les choses. C'est question de la proportionnelle. D'ailleurs, vous avez un État qui a un coefficient 7, un autre État, quand bien même le vote populaire pourrait être remporté par un président, mais en termes de coefficient, un président qui a moins de votes populaires peut gagner les élections. Donc c'est préservé, et en même temps, c'est pour aussi exprimer un État continent, un État fédéral, c'est 50 États, sans compter l'Alaska. Donc on voit très bien qu'il y a une spécificité américaine par rapport à ça, mais je ne sais pas si le dispositif technique aujourd'hui est suffisamment robuste et résilient, parce qu'il y a des Américains en dehors des États-Unis, mais qui vont voter par voie électronique. Donc, ils vont choisir leurs représentants, qui par la suite vont désigner les grands électeurs. Et ainsi, comme vous le savez, c'est là où parfois les infiltrations sont toujours là, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, plus que moi, vous le savez, la géopolitique du cyberespace aujourd'hui a pris de l'ampleur. Et vous avez tous ces virus, qu'on appelle ça, c'est pas hameçonnage, mais on utilise parfois des contractions de mots. Oui, vous avez parlé de la Russie, peut-être en provenance d'autres États. Je ne vais pas citer, mais on peut dire que personne n'est prémuni. Néanmoins, il me semble chez eux déjà, ça peut commencer. L'administration électorale américaine, je crois, va mettre sur pied des garde-fous pour au moins éviter des scénarios déjà peut-être existants avant. Alors, dernière question, je reste avec vous, Zakaria Boutea, après je passe à Ali. Si quelqu'un de vous deux a envie de dire un mot ou deux sur cet outsider qui est Robert Kennedy Jr. Si peut-être qu'il n'appartenait pas à la famille Kennedy, ce serait un fait divers. Robert Kennedy Jr., il y a Kennedy. Mais Kennedy, bon, ça fait citer tout le monde. Moi, ça me rappelle le Robert Ford Kennedy Center. En fait, il y avait à un moment donné une sorte d'immixtion dans nos affaires, notamment la question du Sahara, quand cette fois-ci la nièce de l'ancien président qui a été assassiné, en 1963, avait mené, soi-disant, une investigation. Et après, il y a tout un rapport. Et bon, par la suite, les États-Unis voulaient carrément créer un monitoring, mécanisme d'observation des droits de l'homme. Cela n'était pas sans compter de l'intelligence. C'était à l'époque d'Obama. Sa diplomatie. Bon, Kennedy... moi, je crois qu'il se positionne non pas par rapport à sa diplomatie, ça fait remonter aussi. Je me rappelle que Sa Majesté avait annulé le African Lion. Yes, of course. Voilà. Et c'était des accointances entre, je pense même la famille Obama, parce que c'était sa femme, Madame Michelle Obama, et Madame Kennedy. Donc ce centre aujourd'hui, il est toujours, mais il est accolé au Parti démocrate. Comme vous le savez, c'est une complexité en fait. L'entreprise politique est une création américaine, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas que le parti. Mais tout autour, il y a toute une nébuleuse d'institutions, les ONG, les bienfaiseurs, les églises, les universités, les think tanks. Et c'est ce qui fait justement parfois sa singularité. Tout à l'heure, Ali a parlé du marketing politique, les lecteurs consommateurs qui consomment un produit. Je ne le connais pas, franchement, mais il dérange un peu les démocrates. Il ne dérange pas beaucoup les républicains, il me semble, d'après ce que j'ai lu. Mais à mon sens... Parce que Joe Biden est en difficulté. C'est un avocat, c'est bien ça. Mais il va être indépendant. C'est le fils de qui? De Ted? C'est le fils de Ted? Non, de Kennedy, du père, qui a le même nom.
Exactement, c'est C'est-à-dire le neveu. C'est le neveu. Et son père était un ministre de la Justice. Voilà, donc, Robert. de la justice. Robert Kennedy, voilà. Mais à mon sens, Il lui peut-être... aussi a été assassiné d'ailleurs. Oui, exactement. C'est la malédiction qui a frappé les Kennedy. Avec notre neveu dont l'avion s'était crashé, etc. C'était la malédiction des Kennedy. Comment il a fait éruption? Moi, je crois qu'il n'aura pas beaucoup de chance par rapport à ces deux mastodontes, et déjà qui structurent et polarisent le champ politique. Mais il va peut-être essayer de se faire connaître mieux, peut-être se préparer pour 2028, probablement. Voilà, très certainement. Allez, Oui, on je termine avec rejoins vous sur tout ce ce qui a été sujet. dit, peut-être pour se préparer pour 2028, peut-être pour avoir aussi une place dans ce qui va, celui qui va gagner. Donc, la famille, les États-Unis, il y a les familles politiques. Il y a eu la famille Kennedy et le grand-père qui a commencé la politique. On a vu la famille Bush, la famille Obama, la famille Trump aussi. Clinton. Donc, c'est des familles politique. Donc il y a quelque chose dans cette entreprise politique, mais il y a aussi la famille politique. Donc lui, c'est le fils de l'ancien ministre de la Justice, qui était très célèbre, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu ce fameux film Le Parrain, c'est lui qui était contre la mafia et tout. Donc ça, c'est le père, l'oncle, voilà. Il était procureur de New York après bien attorney général, avec son frère. L'oncle, c'est l'ancien président. Et donc, cette famille, il y a aussi l'entreprise politique. Je pense qu'il veut se faire une place, qu'il veut se faire remarquer, que la famille Kennedy existe toujours dans la politique, peut-être pour un prochain mandat, ou bien pour avoir une place au niveau de l'establishment. Il a 70 ans. Voilà, avoir une place. Dans 4 ans, il aura 74 ans. Pas grave. Ok, bon, on va passer. C'est correct. Oui, par rapport à l'âge, aux âges actuels qui se politique. présentent, disons comment il est dans une moyenne C'est correcte. dans la norme. Dans la norme, voilà, dans la norme. Ok, donc on passe à l'Afrique du Sud. Alors, Cyril Ramaphosa, c'est le 4e président post-apartheid, chef de l'ANC, mais il est de plus en plus contesté en raison d'une crise économique chronique avec du chômage, un chômage endémique, une corruption galopante, une insécurité. Et le 29 mai, ce sera donc 27 millions d'électeurs qui vont aller aux urnes pour élire le Parlement qui va lui-même désigner le président qui donc est désigné au suffrage indirect. Alors des chiffres, juste pour mettre un peu en relief, 1% des personnes les plus riches du pays gagnent 20% des revenus. Et 10% les plus aisés en gagnent 65%. C'est-à-dire vous avez les 10% les plus riches d'Afrique du Sud, ils ont 65% de la richesse. 90% des Sud-Africains ne gagnent que 35% de tous les revenus générés en Afrique du Sud. Donc on voit un peu... Alors forcément, si on passe à l'indice de Gini qui mesure les inégalités, ils ont l'un des plus élevés, parfois même ils sont le plus élevé, c'est-à-dire le pays le plus inégalitaire du monde. Et une insécurité, j'ai retenu aussi un chiffre qui est assez intéressant à mon sens. Pour les 3 derniers mois de 2023, c'est-à-dire de octobre dernier à décembre dernier, c'était 84 meurtres par jour qui ont été recensés. Donc voilà l'état de l'Afrique du Sud. Quelle chance pour l'ANC? Comment vous voyez les choses? C'est vrai que si on lit les élections, enfin les résultats depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, donc après l'abolition de l'apartheid et l'élection de M. Nelson Mandela, qui était quand même la figure de proue de ce parti politique qu'il a lui-même, je pense, fondé, lui-même, ou l'un des fondateurs. L'un des fondateurs de l'ANC. L'image a été écornée, émoussée considérablement. Et on peut regretter cela, non seulement par rapport aux relations avec le Maroc, mais également par rapport à un pays de contrastes et de paradoxes. Vous avez cité des chiffres alarmants, il faut le dire, criminalité et j'en passe, mais ce qui est à regretter, bon, c'est un recul qui est, on va dire, tendance lourde aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle Zuma revient. J'ai écouté un peu tout à l'heure des interviews par-ci, par-là, des Sud-Africains qui font partie d'autres partis politiques maintenant qui s'opposent à l'ANC, regrettent que ce parti ait sombré dans la corruption et qu'il porte même atteinte à l'image d'une Afrique du Sud qui était, on va dire, tant bien que mal porte-étendard de beaucoup de valeurs, etc. Mais aujourd'hui, il y a un recul, il y a une régression. C'est tendanciel, hein, depuis 80. Le pic, c'est à partir de 2009. À un moment donné, c'était une ascension. Maintenant, c'est une régression, compte tenu justement de ce que nous observons dans un pays de contraste. Vous savez, c'est Aziz, même si l'apartheid a été aboli, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Oui. Les approches ségrégationnistes existent de façon implicite dans pas mal d'emplois. Vous avez cette fameuse ville qui s'appelle Orania. Qui était réservée uniquement... Qui reste réservée aux Blancs. Donc, ce qui fait que maintenant, la question, est-ce que les héritiers de l'abolition de l'apartheid sont au niveau du top du niveau dans lequel se trouvait un Nelson Mandela, qui est un homme sage, très tolérant, qui a même
libéré pas mal de prisonniers par la suite, qui étaient eux-mêmes ses adversaires. Il a su pardonner dans sa justice transitionnelle, avait su pardonner un moment, peut-être pour les crimes les plus abjects, les plus trash, abjects, tout à fait. il n'y en a pas eu d'ailleurs énormément, mais pour tout le reste, des gens qui avaient eu du sang sur les mains, qui ont été pardonnés par Nelson Mandela. Et c'est comme ça que la réconciliation a été. Et souvenons-nous d'une rencontre qu'il a eue, un journaliste américain lui avait dit: Yasser Arafat, Kadhafi, pourquoi vous les soutenez alors qu'ils sont des terroristes du point de vue américain? Il a pris du temps et puis il a répondu. Il a dit qu'au moment où on était en apartheid, ce sont ces gens-là qui ont soutenu le militantisme de l'ANC et notamment le droit des Africains, enfin on va dire contre les Afrikaners, etc. Ce qui fait que c'est un homme qui est sage. Malheureusement, cet héritage s'évapore. Et peut-être nous allons profiter de l'occasion du débat qui nous est offert pour dire aussi, nous, Marocains, nous regrettons que Nelson Mandela et son héritage, son patrimoine s'est effrité ainsi à cause, malheureusement, de la mauvaise gestion de ses successeurs, peut-être à commencer par Thabo Mbeki, en passant par Zuma, Ramaphosa d'ailleurs, qui avait des problèmes de justice. On a trouvé chez lui, je pense, des lingots d'or, etc. Mais rapidement, on avait caché cela, ce qui fait que c'est malheureux de voir un pays qui, normalement, devait jouer un rôle continental très important pour faire pousser un peu les choses dans la réalisation des objectifs de l'agenda 2063, entre autres choses, avoir de très bonnes relations avec le Maroc, ce qui fait que politiquement sur le plan interne, géopolitiquement au-delà de l'Afrique australe, la chasse gardée de l'Afrique du Sud, eh bien l'Afrique du Sud aujourd'hui... Qui est de moins en moins la chasse gardée d'ailleurs. Absolument, oui, avec l'apparition d'autres concurrents. Qui est pas rampante, qui est galopante. Quand vous parlez, Zakaria Boudahab, d'héritage, ça me rappelle, bon, il y a l'héritage politique de Nelson Mandela, puis l'héritage génétique aussi. On se rappelle du petit rejeton, du petit-fils qui avait été en Algérie. Donc voilà, lui bon ben, voilà, c'est dommage. qu'on se rappelle toujours de ça. Mais bien, nous apesantissons pas beaucoup là-dessus. C'est dommage. Ils ont la mémoire courte. Ils ont la mémoire courte. Oui, c'est malheureux. Petit-fils direct. C'est malheureux et regrettable. D'ailleurs, je reviens à ce qu'a dit mon ami Zakaria. Quand Nelson Mandela lui-même était en présence de Dr Khatib, il disait: nous remercions le Maroc. Dr Abdelkrim Khatib. Abdelkrim Khatib, qui était chef de l'ANL, de l'armée de libération marocaine. Donc, il dit: remercions le Maroc, c'est-à-dire et l'armée de libération, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés pendant cette période où, quand on parle... Je me rappelle, c'était un discours adressé, enfin un discours devant le public. C'est à Johannesburg, c'était à peu près 4 minutes 50. Il a demandé à Dr Khatib de se lever. Fait Feu Hassan II pour l'ANC. Bien sûr. Voilà, où d'autres pays n'existaient pas en ce moment-là. Donc, vous voyez où je regarde. Maintenant, oui, à l'Est, si vous voulez. Maintenant, c'est regrettable que ce parti-là, qui a milité, ce monsieur qui a fait la prison, qui est arrivé, et qui ont aboli l'apartheid, le ségrégationnisme. Vous savez, le ségrégationnisme, non seulement les Afrikaners, les Blancs ils n'avaient même pas le droit d'être dans un même stade, de prendre le même bus, c'est-à-dire un ségrégationnisme total. C'est-à-dire par la loi, c'est-à-dire la loi qui le définissait. Et ce pays-là, encore plus, dans les années 90, qui a été l'un des pionniers de ce qu'on a appelé la démocratisation ou la transition démocratique en Afrique, c'est-à-dire avec la libération de Nelson Mandela en février 1991, et cette contagion politique qu'il a dû insuffler aux États africains pour la transition démocratique, on trouve ce pays-là, 30 ans après, en train d'être rangé par la corruption. La corruption de qui? De ceux qui militaient pour un avenir meilleur pour leurs frères. Et c'est malheureux. Contre la corruption, pour l'égalité, qui méritait. Et quelle égalité aujourd'hui quand on trouve que les chiffres que vous avez donnés sont effrayants, c'est-à-dire 65% de la richesse est détenue par 10%. Mais si on part au chômage... 90% se partagent 35% restant. Il y a un chômage de 56% dans la population 15-24 ans. Un chômage de 30% sur toute la population. Donc une crise économique, et maintenant c'est un pays aussi, on parle d'un pays industriel, premier pays, mais il y a des coupures d'électricité en Afrique du Sud. Et quand il y a des coupures d'électricité, pas seulement sur les ménages, mais même sur les industries, donc l'impact encore sur l'emploi et sur le chômage va encore, c'est-à-dire aller de plus en plus.
Donc, Juste pour vous rectifier, pas de coupure d'électricité. Les coupures d'électricité, on en a au Maroc, il y en a en Espagne, il y en a en France, il y en a un peu partout, ça arrive. Mais là, c'est des crises carrément chroniques qui laissent des quartiers, des quartiers plongés dans le noir. Et comme vous l'avez si justement dit, qui met à l'arrêt plusieurs entreprises. Et ça, c'est un pays qui, normalement, devait faire, aujourd'hui, serait dans la consolidation démocratique, non pas seulement dans la transition. Elle était l'un des pionniers de la transition démocratique des années 90, après que la Banque mondiale, et puis les conditionnalités, tout ce que vous voulez, malheureusement, c'est le mauvais exemple. Et d'autant plus, quand on voit la voie politique et géopolitique qu'il a pris ce pays-là contre l'un des pays qui l'a aidé, c'est de l'Afrique du Nord, qui est le Maroc, et avec le témoignage de M. Nelson Mandela, que nous avons retrouvé le petit-fils, malheureusement, prendre des mallettes au niveau du pays voisin. On a vu ça, oui. C'est malheureux. J'espère, nous souhaitons que ce pays-là, que ces élections vont... Il reprend très mal le flambeau de son grand-père, le rejeton. Voilà. Alors, revenons sur ce qui a été dit. En préparant l'émission, j'ai été un peu farfouillé dans ce qui se dit chez eux sur les partis. Alors, tous les autres partis, à part l'ANC, voilà... Un florilège. Alors, un parti corrompu, alors on parle de l'ANC bien entendu, un parti corrompu, indifférent et antipatriotique. C'est l'ANC de Mandela dont on parle, dont les adversaires parlent. Deuxièmement, le parti a imposé à la population de rester pauvre et sans éducation. A imposé à la population de rester pauvre et sans éducation. 3. Gouvernance incompétente, corrompue et mal avisée du parti au pouvoir, l'ANC. Donc voilà, ce sont un petit florilège des accusations des partis adversaires. Alors, je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais est-ce qu'on peut extrapoler à l'Afrique du Sud ce qui s'est quelque part passé dans une autre région africaine, en l'occurrence le Sahel, dont la jeunesse dit basta, arrêt, on arrête avec ce système qui n'a pas marché. Bon, pour le Sahel, c'était autre chose. Oui. On arrête avec ce système qui n'a pas marché donc en Afrique du Sud et on change tout. Et on prend des autres et on repart. Est-ce qu'on peut extrapoler? Est-ce que ce ne serait pas assez haut? Est-ce que ce ne serait pas osé de le faire? C'est vrai que la question est très difficile. Les contextes sont différents, sont très différents. Tout à fait. Parce que déjà, les déchirures, les plaies ne sont pas poncées complètement, ne sont pas refermées complètement. Il y a quand même des survivances et même il faut prendre en considération beaucoup de paramètres. Que ce soit les questions démographiques, que ce soit les questions sociologiques, et la structure démographique du pays, que ce soit la structure culturelle même, ethnique, géographique, etc. Il y a énormément de dimensions plurielles qui doivent être prises en considération dans cette appréciation. Ce qu'on peut dire, c'est un vote sanction, ce qu'on pourrait dire par rapport au 29 mai prochain. L'ANC, on pourrait par exemple à la limite imaginer une alternance, puisque les institutions sont là, elles sont encore assez imposantes, assez stables, il faut le dire. Mais ce qui est à craindre sont les émeutes des faubourgs, des alentours en fait de ces gens-là. Vous avez parlé, c'est Aziz, utiliser la matrice de Vilfredo Pareto, la règle de 20-80, c'est-à-dire 20% s'accaparent la richesse, les 80 croupissent sous la pauvreté. Ce qui fait, moi, ça me rappelle un scénario des mineurs, vous savez, les mineurs, ceux qui travaillent dans les mines, il y a 6 ans, 7 ans, la police sud-africaine avait utilisé la force brutalement. Ils avaient tiré avec des balles réelles, ça réelles, des dizaines de directement. Peut-être des dizaines, tout à fait, exactement, c'est 100, plus de 100. Ce qui fait que ça, c'est le contraste d'un pays qui se veut être démocratique, qui a géré de façon fluide. D'ailleurs, le Maroc et l'Afrique du Sud, les seuls au niveau du continent à avoir précisément instauré ce qu'on appelle les principes de la justice transitionnelle. Avec ce qu'on appelle les audiences, Jabr Tarar, etc. Donc, je crois, analyse politique, si vous voulez, un peu à chaud, c'est votre sanction contre l'ANC, accusée de corruption, etc. Maintenant, jusqu'où cet ensemble de personnes qui revendiquent le départ de l'ANC, peut-être même juger les responsables impliqués dans des affaires de corruption. Mais je pose la question, monsieur... c'est pas Thabo Mbeki, comment Zuma aujourd'hui. Dans quelle mesure lui-même, parce qu'il est empêtré dans des affaires de justice en 2021. Bon, la peine a été réduite, il n'a pas été blanchi. Elle a été réduite par Ramaphosa. Mais le code électoral permet à une personne de se présenter s'il n'a pas écopé d'une peine plus d'1 an, c'est-à-dire il n'a pas jugé à plus d'1 an. Donc, ce qui fait déjà, regardez, est-ce qu'on va remplacer je ne voudrais pas utiliser des épithètes ou des adjectifs qui ne soient pas politiquement corrects, mais maintenant, quelle est l'alternative politique aujourd'hui qui est capable de canaliser la colère
parce qu'on parle de la géopolitique de la colère d'ailleurs après les printemps arabes, entre guillemets, pour exprimer, canaliser et porter peut-être l'ANC qui doit renaître de ses cendres et donner plus d'espoir, mais avec de réels engagements aux Sud-Africains. Ali El-Harichi, on termine par vous, il nous reste 2 minutes, un peu moins. Zakaria Boudeha parle de vote sanction. Dans la manière dont j'ai eu de présenter cette question, est-ce que c'était un vote sanction qu'on peut retrouver un peu partout dans le monde, dans des élections normales, ou un vote révolution, dans le sens où on enlève, on extirpe l'ANC des lieux de pouvoir. Et là on extrait l'ANC. Et là, c'est véritablement une révolution dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce vote sanction pour lui ou vote révolution tel que je l'ai appelé moi? Vous pouvez l'appeler. Je pense qu'on peut l'appeler aussi. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre chez eux. Vote révolution, et c'est la consolidation de la démocratie, c'est la consolidation de la révolution qui est arrivée dans les années 90. Parce qu'une révolution ne dure pas 2 ans, 5 ans, il peut durer, pour les Français et les Américains, ça durait 1 siècle. Donc une révolution jusqu'à arriver à une consolidation démocratique, juste pour dire aussi que par rapport à ces partis-là qui se présentent, les élections passées, il y a des élections locales où l'ANC a eu moins de 50%. Donc déjà, c'est un prémisse qu'au niveau des élections, c'est-à-dire nationales, qui vont désigner sur les 400 parlementaires le président, va aller vers cette collégialité de partis. Donc au niveau de ces partis d'opposition, ou au niveau de cette opposition, il y a, parce que parmi les choses, l'électeur consommateur qui se révolte peut-être, mais se révolte par les urnes, c'est le changement. C'est, je dirais, un vote changement à travers, si vous voulez, toujours pas la voie de la rue, mais la voie des urnes. Donc nous souhaitons tout le bien pour tous les États de l'Afrique et nous souhaitons que ce pays se remette sur la consolidation démocratique et bien sûr sans oublier que le Maroc a été l'un des pays qui ont soutenu ce pays face à l'apartheid qu'il a subi pendant 48 ans ou 45 ans. Donc de 48 à 94. Et le Maroc aussi est un pays qui a une belle expérience de la transition, de la justice transitionnelle. Il n'est pas le seul des États qu'on ait aidé et qui nous le rend mal au Maroc. C'était une réflexion personnelle. Un petit mot. Le Maroc a toujours fait le plaidoyer pro domo pour les États africains, c'est-à-dire plaidoyer pro domo, c'est-à-dire volontaire pour la libération et la démocratie chez les autres pays. Merci, messieurs. Merci, Ali El-Harichi. Merci, Zakaria. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis sur Média TV. Merci encore et à la semaine prochaine.